Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilant et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale puisque ça va être une review spéciale Forever Evil, donc numéro 1 et 2. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait dans les sélections d'été numéro 1. Parce que durant ma pause forcée, entre guillemets, je pouvais pas parler Forever Evil puisque j'avais plus de caméra en fait. Et le truc c'est que vu que j'ai un nouveau téléphone, maintenant je vais pouvoir. Donc alors on va commencer avec le numéro 1 et je vais vraiment faire une critique de tous les épisodes, hein. Donc on commence avec Forever Evil numéro 1, scénarisé par Geoff Jones et décidé par David Finch. Une fois que Trinity War, donc la guerre des trois ligues de justice se termine sur un cliffhanger assez incroyable d'ailleurs, Forever Evil prend le relais pour devenir un gros event dans les New 52. L'histoire reprend pas juste après le dénouement du dernier numéro de, de Trinity War, mais Geoff Jones utilise une ellipse temporelle assez intelligente, pour ma foi, et le singulier du crime semble s'être vraiment débarrassé de la Ligue en fait, et commence à prendre le pouvoir sur notre Terre en tentant entre autres de garder le contrôle du monde grâce à son armée de super vilains qu'il a réuni, la société secrète, tout ça là. Geoff Jones donne très rapidement le ton de l'histoire qui est un peu sombre, glauque, sans espoir, où c'est vraiment la fin du monde en fait. On comprend assez vite qu'un certain monsieur Lex Luthor deviendra personnage central de ce récit. En même temps, il est au milieu de la cour hein, du premier numéro, donc forcément, il va être personnage central, le mec, hein. Donc voilà. Non, franchement, c'est bien scénarisé. La situation va devenir très critique assez rapidement. Et, euh, et franchement, je suis assez content de l'histoire. C'est très bien mis en scène. On voit très bien la, hum, le fait que le syndicat du crime soit devenu soit devenu les maîtres du monde en vrai. Car ils arrivent même à démasquer Nightwing en public et à révéler son identité secrète devant une armada de super vilains. On voit bien qu'ils sont devenus les maîtres du monde en fait. Non, franchement, c'est sympa, c'est bien mis en scène, c'est très bien scénarisé, il y a une vraie atmosphère qui se dégage de ce récit, c'est très bon. Et en plus de cela, on a droit à de magnifiques dessins de Geoff Jones qui sont juste sublimes. Bon, moi, j'avais déjà lu ce numéro en VO, donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de le relire un petit peu en VF et de voir les dessins sublimes de Geoff Jones. Donc non, très sympa. On passe ensuite au numéro 23.11 23.3 de Flash, sont les Lascars scénarisés par Brian Buccellato et dessinés par Patrick Junker. Ça se passe au même moment que le numéro 1 de Forever Evil. Ils ont été surpris par l'attaque de la prison de Ironhide par un mec qui a les mêmes pouvoirs que Flash. Les Lascars sont donc de nouveau au complet et découvrent que la Ligue et Flash n'est plus là, qu'il y a un nouvel ordre mondial en place. Et le scénario est assez intelligent. J'attendais pas beaucoup de ce Forever Evil 23.1, enfin de ce Flash 23.1 Lascar. Le scénario est très bien mis en scène, très bien ficelé, c'est assez sympathique. Très bien mêlé à l'intrigue de Forever Evil. Le, je dirais pas l'aspect, mais le côté scénaristique du groupe, les origines, des pouvoirs, tout ça, c'est très bien mis en place sans que ça paraisse lourdingue. Donc non, c'est très bien fait, c'est très bien mis en scène, très bien écrit. Les dessins sont très sympathiques. C'est pas du Francis Manapoul, hein, mais, mais c'est joli. C'est joli. C'est bien, ça illustre bien le récit, c'est très joli. Ça met parfaitement en scène le récit, donc non, franchement, très bon épisode. Bref, un morceau assez sympathique de ce Villain Mons qui était parfois un peu chaotique au niveau de la qualité des vilains, faut le dire. On a ensuite le 23.1 de Flash sur Grodd, toujours scénarisé par Brian Buccellato, cette fois-ci dessiné par Chris Battista. Donc cette fois-ci, Brian, on va l'appeler Brian, revient sur le personnage de Grodd dans ce numéro qui est apparu quelques numéros plus tôt dans la série Flash durant un arc précédent
Et le scénariste, cette fois-ci, qui met en avant le personnage de Grodd en expliquant ses motivations sans avoir recours au flashback, c'est qui est pas mal cette fois-ci, c'est assez intelligent. L'épisode se déroule pendant l'action de Forever Evil, alors que Flash a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et du coup, Grodd décide de dominer Central City, comme ça, normal. Donc l'écriture de Buccellato brille ici par un certain, comment dire, une certaine intelligence dans l'écriture. Il y a un petit côté humour noir, ça nous montre une ville en plein chaos, avec un vilain assez atypique. Atypique, ça veut dire original, hein, pour ceux qui n'ont pas fait bac L. Donc non voilà, c'est assez sympathique, c'est de très bonnes scènes, notamment une punchline, une réplique de Grodd qui est à genoux devant Grodd, qui nous rappelle un certain Zod dans Superman 2 de Christopher Reeve, enfin avec Christopher Reeve du moins. Et la partie graphique de Chris Battista est plutôt réussite. C'est assez cohérent avec le nouveau univers New 52 de Flash, dessiné par Manapool. Donc non, franchement, rien à redire sur ce petit côté, cet aspect graphique, c'est même très très bon. Donc franchement, que du pur bonheur, hein. Que du pur bonheur. On enchaîne ensuite avec le numéro 23. Detective Comics 23.3 sur l'épouvantail. Euh, alors, sur l'épouvantail, que dire à part que c'est scénarisé par Peter J. Tomasi, c'est dessiné par Simon Kudranski, et c'est mauvais. C'est mauvais, là franchement, j'aime bien ce qu'il fait d'habitude, Peter Tomasi, mais là sur le Vivant Month, il a pas fait n'importe quoi. C'est pas un numéro qui marquera, et si vous voulez un développement psychologique du personnage d'épouvantail, bah lisez plutôt ça. Voilà, lisez plutôt ça, ça sera mieux je pense. Hein. En même temps, c'est pas difficile de faire mieux que ce numéro-là. Donc non, c'est décevant, c'est plus un épouvantail qui est en fait faisant le tour de Gotham, qui fait le tour de Gotham, qui rencontre certains d'autres ennemis de Batman, il discute avec eux et tout. Enfin, ça fait vraiment que survoler le personnage, les motivations du personnage sont encore inexpliquées, et il y a vraiment que la partie graphique euh, qui vaut le coup en fait, hein, parce que la partie graphique, j'avoue qu'elle est très sympathique. Je trouve une planche que j'avais trouvée très classe. Voilà, celle-là, exactement pareil. Donc voilà, mais bon, à part ça. Et ensuite, on a le numéro de Batman 23.4 avec Bane, donc toujours scénarisé par Peter J. Tomasi et dessiné par Graham Nolan. Et on a droit à un Bane méchant qui broie des dos, qui casse des os, qui casse des têtes, qui défonce des mecs. Il fait si, il y a un moment où il élabore une petite stratégie afin de débarquer en nombre à Gotham et de la conquérir. Mais enfin, voilà quoi, c'est c'est pas c'est mauvais. Ouais, si c'est mauvais en vrai. J'essaie de trouver des excuses, mais non, c'est mauvais. C'est digne d'un Bane banal quoi. Ça, c'est pas du grand Bane. Ça nous montre juste que l'épisode il est super anecdotique et il montre juste des combats qui prouvent que Bane est un homme dangereux et qui n'hésite pas à tuer des gens pour se faire la main avant d'attaquer Gotham quoi. Puis c'est dommage. Franchement c'est dommage. C'est loin du personnage des années 90 qui était assez épique. Donc voilà, un peu décevant. On passe ensuite à Forever Evil 2 sorti ce mois-ci. Donc, alors, toujours un épisode de Forever Evil scénarisé par Geoff Johns et toujours dessiné par David Finch. Et dans ce numéro, le syndicat du crime a vraiment pris le pouvoir et personne ne peut l'arrêter. C'est-à-dire qu'ils sont devenus maîtres du monde, quoi. Toutefois, il y a quelques personnages, notamment les Ten Titans ou encore Luthor, qui eux veulent affronter cette version maléfique de la Ligue. Et du coup, Luthor a une arme secrète qui n'est nul autre qu'un personnage qu'on a pu voir dans le numéro dans le Superman Saga du mois dernier, car ce personnage c'est Bizarro. Et non, franchement, c'est sympa. C'est une carte que je pense le syndicat n'avait pas prévue. Et pour une fois, Joel Jones lance très rapidement son intrigue
Mais en même temps, il développe la caractérisation des personnages, ce qui m'avait assez surpris. Je me rappelle du premier arc de Justice League où il avait bien tassé 3 numéros avant de lancer l'histoire. Et non, franchement, c'est bien. Il maîtrise à la perfection la personnification et la caractérisation de son Lex Luthor. Donc c'est super. Il nous dépeint un syndicat du crime qui n'est pas si soudé que ça, avec quelques tensions. Une révélation assez surprenante d'ailleurs entre deux membres du syndicat du crime auquel je m'attendais absolument pas. J'ai halluciné quand j'ai lu ça, j'étais assez surpris, j'étais assez content. Et donc non, franchement, voilà, c'est très bien mis en scène, c'est très bien dessiné, c'est très sympathique. Parce que les dessins de notre ami donc David Finch sont toujours aussi excellents, comme on peut le voir. Donc non, franchement, rien à redire sur ce numéro de Forever Evil, que j'apprécie tout particulièrement. Toutefois, on peut juste regretter de ne pas en avoir plus, quoi. Un manque relatif un petit peu d'action dans cet épisode. Il y a un petit combat, on aimerait bien en avoir un peu plus. Mais bon, ça se rattrapera pour la suite. Enfin, ça promet vraiment le meilleur pour la suite, quoi. On passe ensuite à 23.1 Aquaman 23.1 Black Manta. Donc toujours scénarisé par Geoff Jones, mais également par Tony Bedard, et les dessins ce sont Claude Saint-Aubin. Donc se situe après les événements du premier numéro de Forever Evil, et ça revient sur le personnage de Black Manta, qui se pose une question assez importante pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant que, comment dire, maintenant que Aquaman est porté disparu, voire décrété mort en fait. D'ailleurs, il le dit lui-même, à un moment, il dit, la seule chose qui m'importe, c'est la mort d'Aquaman. Maintenant qu'Aquaman est présumé mort et disparu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, cette idée n'est qu'un prétexte pour Geoff Jones et Tony Bedard qui vont revenir sur les origines du personnage, et qui vont expliquer aussi également les motivations du personnage pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est aussi maintenant une autre technique pour placer Black Manta dans cette histoire, et en gros de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Va-t-il se rallier au syndicat du crime? Va-t-il se rallier à la rébellion de Luthor? C'est vraiment ça en fait l'intérêt de ce numéro, pour ensuite savoir quid de Black Manta. Donc non, franchement, c'est bien mis en scène, c'est bien écrit, c'est bien scénarisé. Et puis les dessins sont assez réussis, je dois bien l'avouer. Notamment cette case là, cette vignette où on voit Aquaman avec le trident, enfin, on voit Black Manta avec le trident d'Aquaman un peu ensanglanté. Donc non, franchement, pas mal, pas mal. Très bon numéro, très sympathique à lire, qui s'inscrit vachement bien dans la continuité de Forever Evil. Ensuite, on part à Forever Evil Arcus 1, donc scénarisé par Starling Gate et dessiné par Philip Tan et Neil Edwards. Donc, épisode introductif qui sert un petit peu à développer un peu plus le personnage de Steve Trevor version New 52, qui était assez anecdotique dans les autres séries dans lesquelles il est apparu, notamment Justice League. Ça nous explique comment il est devenu leader de l'Argus, comment il a rencontré Wonder Woman, comment il a accédé à ce poste, nanani nanana, comment il est tombé amoureux d'elle. Enfin, une niaiserie quoi. Et non, j'exagère. Et ça développe bien le personnage, c'est assez sympathique. Ça nous montre, enfin c'est très sympathique, mais c'est vraiment juste pour lancer le tie-in à Forever Evil quoi. Ça nous montre voilà comment il a rencontré Diana, comment ils ont eu leurs premiers émois amoureux. Et moi, pas Eba. Je vois ceux qui entendent des trucs de travers là. Oui, toi, au premier rang. Voilà, ça nous montre également comment la super société de méchants attaque avec Deathstroke, avec une planche magnifique. Deathstroke et, Crotal contre Trevor. Donc non, c'est vraiment, vraiment bien. C'est sympathique. C'est pas le meilleur numéro du monde lié à Forever Evil. Voilà, mais on attend vraiment le prochain numéro. C'est juste le truc qui pourrait être un peu regrettable. Mais le tout est parfaitement agréable à lire, sans être épique. Mais voilà quoi, c'est sympathique. Franchement, c'est très sympathique à lire. Ensuite, on a Forever Evil Rogue Rebellion numéro 1, scénarisé encore par Brian Buccellato et toujours dessiné par Patrick Zirch. Eux, ils ont une exclusivité Flash en fait, je crois. Et voilà, ça nous montre un peu comment les Lascars réagissent suite à Forever Evil, même si on avait déjà vu ça dans le Flash.
et comment les Lascars ont décidé de se rebeller contre le syndicat du crime une fois qu'ils sont de retour à Central City et qu'ils retrouvent la ville dévastée par Grodd. Donc franchement, spin-off assez intéressant des Lascars. Je les attendais pas vraiment au centre de Forever Evil, mais c'est vraiment très très sympathique à lire. C'est un très bon moment de lecture, c'est absolument pas décevant. On s'attache vraiment bien à l'équipe et moi j'apprécie vraiment le personnage de Captain Cold en tant que leader, il a vraiment la classe. Donc non, voilà, c'est super. Les combats sont par la suite assez sympathiques et il y a un événement du scénario qui laisse entrevoir une suite et encore une très 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 belle évolution pour l'équipe. Euh, Artistiquement, c'est sympa. C'est pas non plus le numéro de ouf, hein, c'est pas ultra méga transcendant. Mais c'est cool, ça se laisse lire, ça se laisse lire avec plaisir, donc pas de soucis, non, franchement, c'est un numéro sympathique à lire. Et on passe ensuite à Arkham War. Arkham War, donc scénarisé par Peter J. Tomasi et dessiné par Scott Elton. Et là, je suis déçu. Je suis déçu parce que j'en attendais énormément de ce Arkham Noir et quand j'ai vu Peter Tomasi et que j'ai vu ce qu'il avait fait sur avant, je me suis dit si on a un spin-off sur Batman lié à Forever Evil, euh, autant nous mettre un scénariste de folie genre Scott Snyder, tu vois. Mais non, on nous a mis Peter Tomasi et bah déjà, il faut avoir lu donc l'épisode qu'il a fait sur Bane et sur l'épouvantail et Double Face, qui nous avait été proposé il y a quelques mois dans le, bah, du moins l'épisode sur Bane et Double Face, sur Bane et l'épouvantail, c'était dans Forever Evil 1 et l'épisode sur Double Face, c'était dans Batman Saga hors série numéro 5, avec celui sur Man Bat, Poison Ivy, etc., etc. Et bah là en fait on retrouve les patients d'Arkham qui sont prêts à se déchaîner sur Gotham et l'entraîner dans la folie avec eux. Sauf que on a un certain monsieur Bane qui ne l'entend pas de cette oreille et qui en fait lui veut garder Gotham pour sa gueule en fait. Il veut Gotham pour lui tout seul. C'est-à-dire que le mec n'est pas décidé à partager ou quoi que ce soit. Gotham c'est à moi, tout le monde ferme sa bouche, il n'y a pas moyen de négocier quoi que ce soit. Gotham est à moi. Fin de l'histoire, il n'y a plus Batman, Gotham c'est pour moi. Et, euh, et le scénario est pas super développé en fait. La caractérisation des personnages est assez réussie, mais sans plus. Ça porte rien en fait. La plupart sont des vilains ultra connus de l'univers de Batman. Notamment, je pense, c'est pas ultra développé en plus. Je pense notamment à une scène avec le professeur Pig là. Une scène d'ailleurs très très gore, mais assez fun. Mais voilà quoi, les dessins de Scott Eaton sont assez proches d'un certain monsieur Fabok. Mais voilà quoi, c'est juste, enfin, c'est juste pour faire un truc sur Batman en fait, j'ai l'impression. J'espère vraiment que Tomasi va apprendre, enfin va pas apprendre à écrire, mais va faire quelque chose de mieux par la suite, hein, parce que bon, ça, franchement, l'idée de base est super intéressante, le postulat de base est super intéressant, et je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très bon avec. Donc j'espère que ça va monter en cadence avec la suite de Forever Evil, hein. Et enfin, pour finir, on a droit à un vieil épisode, donc le Justice League of America numéro 29, paru en août 1964, euh, scénarisé par Gardner Fox et dessiné par Mike Chowski. Et Urban a eu la très très bonne idée de mettre ce numéro qui en fait nous compte tout simplement la première apparition de la Terre 3 dans l'univers d'ici. Au début, voilà, on nous explique bien les différentes terres parallèles. Donc la 1, la 2 avec la Société de Justice et la 3 avec le Syndicat du Crime. Et non, c'est sympa, ça permet de voir une autre rencontre, une autre version de la rencontre entre les deux grosses, entre les terres parallèles, voir comment le syndicat du crime se fait battre par la Ligue, sachant que, bah, comme je l'ai dit, la Terre 2 qui contient la Société de Justice va être mêlée. Et voilà, c'est vraiment du schéma narratif et des dialogues authentiques de l'époque, quoi. C'est très cliché, c'est un peu kitsch là, avec ce côté justice américaine. Donc non, c'est sympa à lire, ouais, franchement, ça fait très plaisir. C'est un scénario assez intéressant. Donc non, c'est cool, c'est cool. Artistiquement, bah, beaucoup seront un petit peu déçus parce que c'est des dessins d'époque, hein.
Mais non, moi, franchement, ça me fait plaisir de lire ça, de revoir les vieux dessins d'époque. Donc franchement, très content, très reconnaissant à Urban de nous avoir mis ce magazine, voilà, cet épisode dans ce mag. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment une grosse review de 20 minutes, je viens de remarquer. Donc j'espère vous avoir donné envie de lire Forever Evil. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, j'espère qu'on a le... Enfin, si vous avez mon avis comme ça. Je pense que mes collègues youtubeurs ont également fait des reviews sur cet event assez important de l'univers des comics. Mais voilà, je me devais de vous en parler. J'ai préféré faire une vidéo où je les présentais les deux, parce que suite à ma pause forcée, j'avais pas pu vous parler du numéro un et je peux pas vous parler du 2 sans le un, quoi. Donc c'est un peu con. Voilà. Donc quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!